Bonjour, bienvenue au Club Le Figaro Politique et tous mes vœux pour cette nouvelle année qui commence en fanfare pour Le Figaro qui fête, jeune demoiselle, ses 200 ans cette année, rendez-vous compte. Eh bien, ce soir, nous allons nous intéresser à un homme, vous le connaissez très bien, c'est le président de la République, il s'appelle Emmanuel Macron, il a présenté ses vœux dans un clair-obscur tout à fait étonnant eh bien, le 31 décembre dernier. On se posera la question de savoir pourquoi il a réagi en deux temps aux événements qui ont eu lieu ce week-end au Venezuela. On se demandera pourquoi il n'a pas organisé le référendum qu'il avait promis aux Français, semble-t-il, aux vœux précédents d'ailleurs. Et puis, dure question, que restera-t-il à l'issue de ces deux mandats, eh bien, de la politique du président de la République? C'est parti avec les meilleurs experts de la planète. Avec le directeur de la rédaction du Figaro Magazine, Guillaume Roquette, bonjour, bonsoir. Avec Gilles Jarassé, le patron du service politique du Figaro. Avec, tiens, j'ai des accents d'ormesoniens. Du Figaro. Anne de Guigné, bonsoir, grand reporter au service économique, qui vient de sortir un livre qui a été très remarqué. Tout l'or du monde, qui est une histoire de l'économie par la littérature. Et je vous le conseille, c'est très intéressant. Et puis Jean Garrigue, historien que vous connaissez bien, historien notamment de la politique, normalien, agrégé d'histoire, et auteur aussi de plusieurs livres, dont Les avocats de la République. De la République. Tous ceux qui ont marqué l'histoire des républiques tout en étant avocats. La Révolution française. Voilà. Alors, on va s'intéresser au président de la République. On a été étonné, Jim, de la réaction qu'il a eue sur l'intervention américaine en Venezuela, de Donald Trump qui est allé chercher pas Chavez, mais son successeur Maduro pour le déposer et le ramener aux États-Unis. Oui, c'était hier, très rapidement après qu'on a appris ce coup de force de Donald Trump. Eh bien, Emmanuel Macron a réagi sur Twitter en saluant finalement cette opération, en disant que c'était une bonne nouvelle pour le peuple vénézuélien, et c'est tout. Voilà. Et c'est tout, c'est-à-dire qu'il n'y a eu en effet aucun mot, contrairement à d'autres responsables politiques, d'autres chefs d'État ou d'autres responsables politiques en France, sur eh bien, le respect des règles internationales, du corpus normatif, des règles de l'ONU, etc. C'est un refrain qu'on a l'habitude d'entendre dans le langage diplomatique classique. Et là, c'est vrai que la réaction d'Emmanuel Macron en a surpris plus d'un, notamment quand cette réaction a été repartagée par Donald Trump directement sur son propre réseau social aux États-Unis, signe que finalement la réaction d'Emmanuel Macron rentrait dans une forme de stratégie, en tout cas ce qui était celle posée par Donald Trump. Alors, il a depuis rectifié un peu le tir, ce matin en Conseil des ministres. Voilà, en disant que, évidemment, l'Élysée ne validait pas la méthode qui est celle d'une intervention armée et d'un enlèvement. Alors, bien sûr, c'est dans le cadre d'une procédure judiciaire qui sera menée aux États-Unis. Mais la question, c'est la question de la légitimité de cette opération au regard du droit international. Et c'est vrai que là, il y a un débat. Donc on est à nouveau, j'ai envie de dire, dans une forme de en même temps. Auquel on est désormais habitué. Mais c'est vrai que ça a pu surprendre, d'autant plus qu'on va certainement en parler. La ligne d'Emmanuel Macron n'était pas celle de Jean-Noël Barrot, le patron de la diplomatie française. Alors pourquoi il a agi comme ça, d'après vous, Guillaume ? Alors je pense que sa première réaction, elle a été empreinte de pragmatisme. Ouais. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir un jugement sur d'avoir une opinion, une conviction sur ce qu'ont fait les Américains, parce que d'un côté, un dictateur communiste de moins, c'est toujours une bonne nouvelle. Et de l'autre côté, aller chercher un chef d'État en exercice dans un pays étranger, quand on n'y a pas été invité, c'est un peu gênant. Et je pense qu'il fallait choisir son camp. Emmanuel Macron a dit « Je choisis la bonne nouvelle, pas tant pour le fait que les Vénézuéliens se soient débarrassés de Maduro, mais parce qu'il a besoin en ce moment d'avoir de bonnes relations avec Donald Trump. Parce que pour les raisons de discussion commerciale, pour le soutien à l'OTAN et ces autres raisons. Et puis après,
Le naturel est revenu au galop et le en même temps dont vous parliez à l'instant, eh ben ça y est, il est de retour et donc un jour il a dit blanc, le lendemain il dit gris, peut-être qu'après-demain il dira noir. Je ne sais pas sur quelle position d'Emmanuel Macron il faut essayer de raisonner. En tout cas, il me semble que la première était la plus juste. La plus juste. On va écouter certains de ses adversaires politiques qui, eux, ont pris le parti, évidemment, de Nicolás Maduro. Tout le monde doit avoir conscience du fait qu'on rentre dans un moment et une période qui est une période extrêmement dangereuse. Si vous commencez à accepter que les États-Unis puissent décider de kidnapper tel ou tel président, alors on ouvre une boîte de Pandore de laquelle on ne sortira jamais. La déclaration du président de la République est honteuse. Elle est en violation absolue avec tout ce qu'ont été les positions traditionnelles de la France. Et on se rappelle par exemple de la position qu'avait pris la diplomatie française au moment de la guerre en Irak. Et on peut pas dire qu'on avait beaucoup de sympathie à l'époque pour le régime irakien. Il faut, sans barguigner, exiger la libération et le retour immédiat de Nicolás Maduro, libre au Venezuela. Ainsi, bien sûr, que son épouse, qui dans cette histoire est une sorte de capture que fait l'Empire pour impressionner ses adversaires. Alors Jean Garrigue, ça c'est intéressant. Bon, c'est pas très étonnant de la part... j'allais dire du leader Maximo, mais ce qui est intéressant aussi, c'est la réaction de Marine Le Pen, qui épouse, pas complètement évidemment la thèse de LFI, mais qui semble ne pas tout à fait approuver l'action du président Trump, alors qu'on pouvait s'attendre à ce que... pourquoi on pouvait s'attendre à ce qu'elle soutienne justement l'intervention américaine. Disons qu'elle a été moins sourcilleuse quand Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine, par exemple. De même que Manuel Bompard. C'est un petit peu étonnant. Non, tout ça, ce sont des postures politiques. Pour Marine Le Pen, il s'agit de mettre l'accent sur la souveraineté nationale qu'elle défend à l'échelle de notre pays pour attaquer l'Europe. Donc, tout ce qui est atteinte à la souveraineté nationale est décrété comme tabou. Et j'observe d'ailleurs que du côté, par exemple, de Reconquête, de Sarah Knafo, la musique est très différente. Sarah Knafo soutient mordicus l'intervention américaine. Et pour ce qui est d'Emmanuel Macron, pour une fois, moi précisément, je trouve que le en même temps n'est pas complètement incohérent. Parce qu'on peut considérer en même temps que c'est une bonne chose d'être débarrassé d'un régime de dictature dont on peut quand même soupçonner aussi qu'il est à la tête, ou en tout cas qu'il collabore avec des réseaux de narcotrafic et qui impactent directement des populations européennes ou américaines, justement. Donc là, il y a une sorte de légitimité, justement, d'illégalité, mais de légitimité d'une intervention. D'ailleurs, les interventions de puissance dans l'histoire, notamment face à des régimes autoritaires ou totalitaires, l'histoire en est pleine. On s'y est déshabitué, mais enfin l'histoire en est pleine. Et on a fait un peu la même chose en Libye pour déloger le colonel Kadhafi. Mais il y a aussi l'idée, malgré tout, de se dire il ne faudrait pas que ça devienne une règle, que cette intervention au Venezuela légitime, par exemple, ce que serait une intervention des Chinois à Taïwan. Ce à quoi on peut répondre aussi que la situation n'est pas du tout la même, que Taïwan n'est pas un État voyou comme le Venezuela. Bref, on peut avoir des débats sans fin, mais je veux dire que soulever l'ambiguïté ou la dualité de cette intervention, de manière intellectuelle ou même politique, me paraît pas complètement absurde. Alors, Anne, sauf qu'il y a une question qui se pose, c'est la vassalisation de l'Europe. Et si demain, M. Trump attaque le Groenland, qu'est-ce qu'on fait ? Le Groenland qui est danois. Oui, et d'ailleurs, il a déjà très clairement indiqué que c'est partie des priorités des États-Unis, qu'ils ont besoin du Groenland. Pourquoi d'ailleurs ? De façon géopolitique, avant tout parce qu'il y a des ressources naturelles, mais l'explication officielle, c'est qu'il y a beaucoup de navires, il y aura des navires autour du Groenland et que ce serait une position de sécurité. L'explication officielle est sécuritaire. Et il y a eu ce tweet assez désagréable de l'épouse d'un conseiller de la Maison-Blanche, Miller, vous savez, qui est un des plus nationalistes, et qui a dit très clairement, maintenant, place au Groenland. Donc, évidemment, et ce qui explique tout à fait les contorsions européennes, parce que Emmanuel Macron a une réaction comme ça, un en même temps, mais qui correspond quand même beaucoup. Vous voyez, le chancelier allemand, Olaf Scholz, lui,
Donc il a une longue déclaration très alambiquée. Grosso modo, il dit, écoutez... Merz ou Scholz Pardon, Merz, excusez-moi, merci. Friedrich Merz. Et donc sa déclaration, grosso modo, c'est de dire, il va falloir regarder de très près les fondements juridiques de cette intervention, nous allons étudier ça, les meilleurs juristes sont sur le coup, je vous donne mon point de vue dans quelques années. Quoi. Donc on voit bien que toute l'Europe est quand même en difficulté, parce que évidemment, il y a ces risques de vassalisation, il y a un énorme risque sur le Groenland, mais en même temps, s'il n'y a pas l'énoncé que ça ne se fait pas, eh bien ça délégitime complètement la protection européenne de l'Ukraine. Bien sûr. Le fait que toute l'Europe se soit mise derrière l'Ukraine, c'est parce que la Russie n'avait pas à envahir un pays souverain. Bien sûr. Donc c'est très très complexe, d'où beaucoup de contorsions diplomatiques. Et puis cette loi du plus fort, où l'Europe sait bien qu'elle ne s'en sortira pas. Elle n'est pas la mieux placée. Oui, qu'elle est vraiment loin d'être la mieux placée. Donc on voit bien, en fait, tous les chefs d'État européens ont un peu fait comme Emmanuel Macron, grosso modo. Ce qui fait que, pour peut-être la première fois de l'histoire de la Ve République, la politique étrangère pourrait être au cœur, d'ailleurs, de l'élection présidentielle. Ah oui, je pense qu'en effet, comme d'ailleurs... Généralement, ça n'intéresse pas. Alors, il y avait la question ukrainienne, quand même, en 2022, qui avait bouleversé pas mal la campagne. Tout le monde était à peu près d'accord, quoi. Oui, mais elle avait permis à Emmanuel Macron de ne pas faire campagne, en fait, et d'être réélu assez facilement. Elle avait aussi causé du tort à Éric Zemmour, on s'en souvient. Bref, on se rend compte quand même depuis quelques années que les crises internationales, de manière générale, pénètrent la sphère politique nationale, et que les Français sont inquiets, et que les Français veulent des réponses et être rassurés de la part de leurs dirigeants politiques nationaux. Peut-être plus que sur les questions budgétaires ou autres dont on parle beaucoup en ce moment. C'est des questions évidemment importantes aussi, mais il y a vraiment une vraie peur qui prend de l'ampleur chez les Français. Et donc tous les responsables politiques vont se retrouver face à cette question de quelle doctrine diplomatique il faut adopter face à ce nouveau monde, face au développement de ces empires, l'empire américain, l'empire russe, l'empire chinois, on en parle beaucoup, et qui en fait bouleverse un peu toutes les lectures qu'on avait après la Seconde Guerre mondiale, finalement, et que tout est en train finalement d'être remodelé. Et on a parfois des réflexes à front renversé. Quand vous parliez de Marine Le Pen, qui finalement était un peu critique face à Donald Trump, alors que Gabriel Attal, lui, et Emmanuel Macron se sont plutôt montrés confiants. C'est pas forcément des positions qu'on aurait entendues, mais c'est le fruit de cette nouvelle situation politique. J'ajoute que je pense qu'il y a un vrai défi pour les souverainistes, vous commenciez à en parler. Pour Marine Le Pen, Jordan Bardella, quel que soit le candidat, et une sorte de dilemme entre l'intérêt national qu'on est censé défendre quand on est un nationaliste ou un souverainiste, et puis l'intérêt, la relation qu'on doit nouer ou pas avec les États-Unis, qui Donald Trump a ciblé l'Europe dans sa dernière doctrine étrangère comme l'une des entités qu'il souhaite affaiblir. Je veux dire, c'est écrit noir sur blanc. Donc il y a un moment, ils vont devoir faire un choix. Et c'est peut-être ça qu'on est en train d'observer dans la réaction de Marine Le Pen. Ça va être déterminant, Guillaume ? Oui, je pense qu'effectivement, ça va jouer un rôle parce que ce sont des préoccupations qui restent vraiment, qui aujourd'hui sont réelles pour les Français. C'est plus des lieux de conflit éloignés. Et évidemment, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a en quelque sorte rapproché l'actualité internationale de la vie des Français, avec des impacts très concrets sur le prix de l'énergie, par exemple. Mais il me semble que pour que l'actualité internationale devienne un enjeu de la présidentielle, il va falloir que les différents candidats simplifient leur position. Et effectivement, Jim le rappelait à l'instant, il y en a qui ont une intuition de ça. Marine Le Pen ou Gabriel Attal, qui sont tous les deux candidats à l'élection présidentielle. Et je ne sais pas si c'est plus ou moins déclaré avec Attal, oui, il l'a dit, ou je me souviens plus très bien. Enfin, en tout cas, en tout cas, il l'espère. Il l'espère. Et donc, je dirais qu'à la limite, il y a des arguments des deux côtés. Moi, j'avoue que je ne sais pas très bien lequel choisir entre les arguments de Marine Le Pen et ceux de Gabriel Attal. Gabriel Attal qui soutient l'intervention américaine et Marine Le Pen qui la condamne. Mais au moins, ils prennent position. Et c'est là qu'on voit que le président de la République, il est en fin de mandat, il ne sait plus très bien où il habite, parce que vous savez, c'est comme au tennis. Vous pouvez être en fond de cours, vous pouvez être au filet, mais être au milieu, c'est la catastrophe. Vous ratez toutes les balles. Et je pense que là, on voit à quel point le en même temps macroniste est usé
heureusement qu'il ne peut pas se représenter l'année prochaine. Ouais. Alors que jusqu'à présent, il y avait tradition gaullienne, tout le monde était derrière De Gaulle, quoi. Hein. À part évidemment le Rassemblement national, mais qui n'était pas en position d'être éligible du temps de Jean-Marie, j'entends, hein, à la présidence de la République. Mais il y avait une tradition de gauche comme de droite. On était dans la tendance, dans le mainstream gaullien, quoi. Hein. Oui. Bah, y compris derrière François Mitterrand ensuite. Oui, c'est ça, oui. Ça a suivi. Oui, là aujourd'hui, on voit cette division est quelque chose, mais qui est à l'aune de ce qui est en train de se passer à l'échelle du monde, parce que, comme vous le disiez, il y a un changement de paradigme total, là. C'est-à-dire qu'on sort de cet ordre régulé par la norme, par la loi, par le droit international qui s'était installé en 1945, et là, on revient à quelque chose qui d'ailleurs dans l'histoire est récurrent, c'est-à-dire la loi du plus fort en quelque sorte. Et il va falloir aujourd'hui, il me semble que la réelle politique impose d'aller vers cette loi du plus fort, en essayant évidemment d'en limiter les impacts, en essayant de choisir ceux qui sont à la fois forts et qui défendent éventuellement des idéaux démocratiques. Mais enfin, la réelle politique, elle s'impose à tout le monde. Et c'est ce qui explique effectivement qu'on ait des jeux un peu à front renversé. C'est-à-dire qu'on aurait pu attendre que Gabriel Attal, qui était hostile à l'invasion de l'Ukraine par Poutine, soit hostile aussi à l'invasion du Venezuela par les Américains, et du côté du Rassemblement national, qu'au contraire, qu'on y soit favorable. Bon, on est dans quelque chose qui, je répète qu'à mon avis, c'est le symptôme de ce paradigme nouveau de la situation internationale. Oui, juste en un mot, il ne faut pas exclure aussi la dimension européenne de ce débat, parce qu'en effet, tout va se passer maintenant à l'échelle européenne. Comment on construit une entité qui est capable de s'imposer face à ces empires. Et il ne faut pas négliger peut-être le fait que dans la réaction d'Emmanuel Macron, il y avait aussi cette volonté de faire bouger les lignes à l'échelle européenne. On a vu que Giorgia Meloni, elle aussi, qui est une des meilleures alliées de Donald Trump en Europe, elle aussi avait salué l'intervention. Que Keir Starmer en Grande-Bretagne, lui aussi l'avait fait. Et peut-être qu'Emmanuel Macron veut aussi sonner le tocsin dans l'Union européenne pour dire aux Européens, il faut qu'on se réveille et il faut qu'on se prépare et qu'on se réarme face à ces adversaires qui sont autour de nous, quoi. Bien sûr. Donc, il faut avoir ça en tête. Ouais. Oui, non, le propos de Jean Garrigue sur le pragmatisme me rappelait ce qui s'était passé en 1989, quand les Américains avaient fait avec Noriega à Panama la même chose que ce qu'ils ont fait avec Maduro ce week-end. Et à l'époque, François Mitterrand, qui était président de la République, avait soutenu l'intervention américaine. Et quand les pays de ce qu'on n'appelait pas encore le Sud global avaient demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de condamner l'intervention, la France s'y était opposée, parce que Mitterrand disait effectivement, cet homme est un narcotrafiquant et donc il n'est pas illégitime que les Américains l'arrêtent. Donc ça pouvait surprendre venant de Mitterrand, mais je crois que sur ces sujets un peu compliqués, à chaque fois il faut s'interroger sur quelle est la moins mauvaise solution. Bien sûr. De Gaulle, on ne va pas faire parler les morts, mais De Gaulle, est-ce qu'il aurait condamné là ? Moi, je suis pas sûr. Alors, c'est vrai que De Gaulle, il y a le fameux discours de Mexico où il condamne l'intervention, le big stick américain en Amérique latine. Et donc, a priori, il aurait défendu la souveraineté nationale du Venezuela. Mais en même temps, est-ce que De Gaulle serait risqué à défendre un narcotrafiquant, ou en tout cas, et un dictateur ? Bon, alors, sur le narcotrafic, il paraît que c'est assez compliqué de le prouver, etc. Mais enfin, il passe quand même devant la justice américaine pour ça. Donc voilà, est-ce que, je ne sais pas, tout le monde fait parler De Gaulle aujourd'hui, mais c'est une question compliquée, je suis d'accord. Ce qui a vraiment changé, c'est ce que disait Jim, c'est la position américaine vis-à-vis de l'Europe. Historiquement, l'Europe avait envie quand même d'expliquer qu'elle était indépendante et qu'elle ne suivait pas à tout prix les États-Unis. On savait bien que les États-Unis, en cas de conflit, protégeraient les intérêts européens. Là, on ne peut pas dire qu'ils ne le feront pas, mais ils disent qu'ils ne le feront pas. Il y a quand même plusieurs signaux qu'ils se retirent d'Europe. Donc c'est quand même... Et on voit bien qu'à Bruxelles et dans toutes les capitales, on ne sait pas encore comment réagir face à des États-Unis qui ont largué les amarres. Et le réflexe historique, c'est de pas applaudir, mais c'est-à-dire quand mieux des narcotrafiquants en moins. Mais une fois de plus, si l'étape d'après c'est le Groenland, c'est épouvantable pour l'Union européenne. C'est-à-dire le Danemark directement. Là, on sera au pied du mur. Et là, on sera au pied du mur avec Poutine de l'autre côté. Donc on voit bien qu'en Europe, la situation n'est pas du tout encore pensée. Donc chacun tâtonne complètement. C'est clair. Les premiers au pied du mur, d'ailleurs, si jamais les Américains ont des velléités d'envahir le Groenland, ce sera le Danemark. Dont je rappelle qu'il y a 2 mois, ils ont commandé 15 F-35 américains supplémentaires. Donc ça prouve que c'est bien compliqué ces sujets. Exactement.
Alors, de la politique étrangère de la France, on va passer à la politique intérieure, avec le président de la République qui a présenté ses vœux, qui étaient des vœux, on va dire, pour une année utile. Mais c'est quoi une année utile, d'une part? Et il nous avait déjà parlé d'une année utile là, en 2024, quand il avait présenté ses vœux pour 2025. On va se rappeler ce qu'il nous disait. Nous aurons des choix à faire pour notre économie, notre démocratie, notre sécurité, nos enfants. Oui, l'espérance, la prospérité et la paix du quart de siècle qui vient dépendent de nos choix aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'en 2025, nous continuerons de décider. Et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Car chacun d'entre vous aura un rôle à jouer. Alors, il ne nous a pas demandé, cette année, il n'a pas remis le couvert, si je puis dire, mais on l'a attendu, ce référendum, et l'année va passer, la 2026, et finalement, certains, d'ailleurs, dont je faisais partie, disaient, bon, s'il veut faire un coup, un peu d'audace, bah, il lance un référendum, je ne sais pas trop sur quoi, mais enfin, il y a beaucoup de sujets, parce qu'un référendum, c'est pas un sondage oui-non, hein, c'est un projet de loi documenté, référencé, et c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Anne, il aurait pu faire un référendum sur le pouvoir d'achat, par exemple. Ah oui, voilà, très mauvaise... Bah oui, mais en réformant la fiscalité, enfin, je sais pas. Oui, mais là, le pouvoir d'achat, pour moi, c'est vraiment... Oui, c'est en effet, il y avait un beau sondage dans le Figaro, c'est l'attente numéro 1 des Français. Bah voilà. En 2026, tout le monde veut avoir une augmentation du pouvoir d'achat, mais c'est l'incarnation même du thème qui vous glisse entre les mains, parce que quel que soit votre revenu, vous trouvez toujours votre pouvoir d'achat trop faible, vous avez toujours quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui peut s'offrir quelque chose de mieux. Donc c'est vraiment le thème compliqué, mais qui passionne en effet les Français. Et pour vraiment le pouvoir d'achat, enfin, la meilleure solution, c'est un peu plus de croissance, c'est les revenus, c'est les salaires que donnent les entreprises. Donc là, pour le coup, le moteur, on le connaît bien, mais il aurait pu peut-être, sur les sujets économiques, c'était les sujets de décentralisation qu'il avait promis à un moment donné, mais là on voit bien il joue aussi avec ces sujets-là sans avancer tellement. Il avait parlé des sujets de société, il fallait modifier la Constitution pour faire un référendum sur les sujets de société. Il a été question à un moment donné, vous vous rappelez, il y avait eu les entretiens de Saint-Denis aussi, où là tout le monde s'était réuni pour acter que non, on ne ferait pas de référendum sur les sujets de société, justement. Donc on voit que c'est un sujet de longue haleine. Sans doute que lors des vœux de 2024, voilà, le président voulait montrer qu'il tenait encore en main le pays, qu'il pouvait parler directement aux Français. Bon là, c'était plus modeste, il y a renoncé. Mais honnêtement, cette année, aura-t-il pu entre les municipales, ça se prépare quand même à un référendum, c'est des questions pratiques, et puis il est si impopulaire. Enfin, le risque, c'est que vraiment n'importe quel sujet lui échappe. Là, je suis un peu plus circonspect. Je dirais que j'ai fait une tribune il n'y a pas très longtemps dans un journal quotidien, et dans lequel je prônais justement l'appel au référendum, parce que je pense que... Pour cette année, parce que je ne vois pas le risque politique, au contraire, pour Emmanuel Macron. Je veux dire, au niveau où il est tombé, au niveau d'impopularité où il est tombé, je ne vois pas très bien. J'y vois au contraire un moyen de renouer une forme de dialogue et de compréhension des citoyens. En revanche, là où je vous rejoins, c'est que la faisabilité est compliquée, parce qu'il faut à peu près 14-16 mois pour organiser un référendum. Trouver un créneau de 14 ou 16 mois après les élections municipales, ça ne peut pas se faire avant les élections municipales, et avant la campagne présidentielle, ça paraît un peu compliqué. En revanche, moi, il me semble que ça aurait été de sa part véritablement un geste qui aurait pu un tout petit peu le ramener, parce que c'est fini le référendum plébiscite, le temps des référendums du général de Gaulle. Ce temps-là est passé. Vous êtes sûr de ça ? Celui de 2005 ne s'est pas fait pour ou contre Jacques Chirac. Il me semble qu'il s'est fait vraiment sur le traité Constitution européenne. Il s'est fait aussi sur l'opposition politique entre les souverainistes et les européistes. Mais enfin, ce n'était pas un référendum plébiscite. Donc pour un président qui est vraiment en grande difficulté, il me semble que ça aurait été au contraire une manière de terminer en beauté,
finalement. Et il y a beaucoup de sujets qui auraient pu être évoqués. On parle même de la fin de vie, de sujets de ce type. Ça ne fait pas vraiment rêver, la fin de vie, quand même. Non, mais alors c'est pour ça que moi, ce que je suggère, enfin, tout le monde s'en fiche, mais ce que je suggère, ce sont des consultations citoyennes. C'est-à-dire qu'au moins, ils nous lancent tout je ne sais pas, un groupe de consultations citoyennes sur les sujets qui intéressent les Français, le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité, des sujets forts, des sujets qu'on lui reproche de ne pas avoir traités, à juste titre d'ailleurs. Je trouve que ça aurait été une manière de terminer en essayant de se recontacter avec les citoyens. Voilà. D'accord avec ça, Jim? Non, pas vraiment. Alors, je suis désolé, mais je pense que c'est le but du jeu. Le dernier coup de pioche, peut-être, qui manquait pour enterrer définitivement son deuxième quinquennat. Alors, vous avez raison, c'est difficile de faire pire. Je suis d'accord avec vous. Mais de là à faire un référendum qui, de toute façon, sera perdu, qui va être très compliqué à organiser, et qui, en fait, le référendum, ça va être l'élection présidentielle. C'est ça, la réalité, maintenant. Les gens n'attendent qu'une chose, c'est l'élection présidentielle. Sauf que cette élection présidentielle ne le concerne pas. Non, bien sûr. Mais alors, si le référendum, c'est une forme de bilan... ah non, pas du tout. Moi, je le conçois comme, à beaucoup plus long terme que le quinquennat d'Emmanuel Macron. Moi, je le conçois comme une forme de renouveau démocratique. Il faut le concevoir comme une nouvelle pratique, régénérer une pratique qui a été abandonnée depuis des années et qui, à mon sens, aujourd'hui, quand vous avez un paysage politique qui est fragmenté en 3 grands blocs, et 3 grands blocs qui sont des blocs sociologiques, socio-culturels, socio-électoraux, je dirais, c'est-à-dire 3 grands blocs qui ne vont peut-être pas s'estomper comme ça aux prochaines élections présidentielles, repenser l'idée du référendum, aujourd'hui, ça me semble, je le répète, au-delà même de Macron, de sa popularité, etc., ça me semblerait une bonne chose. Voilà. Oui, Jim? Non, mais je pense qu'en effet... Alors, Emmanuel Macron a eu des réflexions très intéressantes, au final, depuis 2017, sur la question de la révolution citoyenne et de la façon dont il fallait inclure le citoyen dans la fabrique de la politique. On pense aux grands débats, il y a eu les conférences citoyennes. Il n'y en a rien fait. On en pense qu'on veut, mais c'était une nouvelle façon de faire de la politique. Bien sûr. Et c'est vrai que le référendum, ça a été toujours une forme de carotte qui a été agitée, mais depuis 2017. C'était déjà présent à cette époque-là. Sur tous les sujets, finalement, on est passé chaque année, Anne l'a dit, on a fait l'immigration, on a fait la fin de vie, on a fait le pouvoir d'achat, etc. Et puis finalement, il ne s'est jamais rien produit, donc ça crée énormément d'attentes et donc de déceptions au sein de l'opinion publique. Et là, la réalité, c'est que c'est maintenant beaucoup trop tard pour faire quoi que ce soit. Et même d'ailleurs, déjà l'année dernière, je pense que à partir du moment où la France s'est enfoncée dans une crise politique telle qu'on la connaît aujourd'hui, je ne pense pas qu'un référendum soit la solution pour rebondir au fond de la piscine. Ça me paraît très compliqué. Guillaume? Oui, je pense aussi que le référendum est une prérogative présidentielle et le simple fait que Emmanuel Macron en soit l'émetteur suffit à obtenir un rejet massif. Biaiser Ça, je ne sais plus qui disait ma réponse est non et quelle était la question. Et donc, je crois que il y a dans le pays, de façon d'ailleurs dans une certaine mesure injuste, un tel rejet du président de la République que les Français se saisiraient de n'importe quelle question pour le fragiliser encore plus. Et de ce fait, il me semble que dans la mesure où il ne souhaite pas démissionner, ce qui est son droit le plus strict, malgré la crise politique qu'il a lui-même précipitée par la dissolution, eh bien, il faut qu'il essaye de stabiliser le plus possible les institutions, en tout cas d'essayer de préserver ce qui peut encore l'être, et donc de ne pas se fragiliser encore davantage avec un référendum qui de toute façon serait un plébiscite contre lui, encore une fois, quelle que soit la question à mon avis. Et qui accessoirement est très encadré par la Constitution, c'est l'article 11. Le référendum ne peut porter que sur l'organisation de l'État et les projets de réforme économique et sociale. Donc c'est très compliqué aussi sur les sujets. La fenêtre était... Est-ce qu'il faudrait changer la Constitution d'ailleurs en dehors de
pour faciliter l'organisation d'un référendum. Je pense en tout cas qu'il faut élargir le champ du référendum au titre de l'article 11. Hein. Au titre de l'article 11, il faut l'élargir, ça me paraît une nécessité. Mais je répète, je comprends vos arguments sur cette identification, ce référendum plébiscite qui serait forcément négatif pour Emmanuel Macron. Mais allons au-delà d'Emmanuel Macron et réfléchissons aux moyens de régénérer cette démocratie dont on voit bien qu'elle est en grande difficulté. Comme du côté du Parlement, on voit bien qu'on est dans l'impasse, je me dis qu'il faudrait peut-être aller rechercher du côté des pouvoirs présidentiels. Au passage d'ailleurs, l'article 49.3, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui c'est devenu un tabou. Enfin si, on comprend que c'est la crise des retraites qui a suscité ce rejet, mais le 49.3, ça fait partie des institutions. Le référendum, ça fait partie des institutions de la Ve République. Donc il me semble que ce serait intéressant pour renouer le dialogue entre le pouvoir politique et les citoyens d'y recourir. Anne, c'est possible de faire... ça serait très difficile de faire des référendums sur des sujets économiques. Hein. Sur des sujets économiques, surtout ce serait compliqué de... la politique économique, par nature, il faut l'adapter à la conjoncture. Donc les grands sujets, on préfère des grands sujets. Est-ce qu'une taxation au-delà de X% est juste ou injuste? Mais est-ce que vous avez envie de vous embarquer là-dedans? Pour ou contre un impôt sur la fortune voilà. Je ne sais pas si ce serait très souhaitable pour le pays de s'embarquer dans des sujets pareils. Après, qu'est-ce qu'on pourrait... Oui, sur le pouvoir d'achat, c'est quand même très compliqué, parce qu'on voit bien le pouvoir d'achat, c'est 1001, le grand référendum définitif. On a tous envie que le pouvoir d'achat augmente, mais comment... au final, vous savez, dans un pays, on est en France, plus de 5, je crois que la moyenne, c'est 52% des adultes français ont leur train de vie fixé par l'État. Que ce soit évidemment les fonctionnaires, les retraités, parce que, les personnes au chômage. Donc, en fait, le pouvoir d'achat, il est tout à fait, il est décrété de façon administrative par beaucoup de personnes. Dans un pays surendetté, vous faites quoi? Donc vous vous endettez un peu plus pour donner un peu plus de pouvoir d'achat. Mais ça ne fonctionne plus. On voit bien qu'on est arrivé complètement au bout du système. Pour les autres qui sont dans l'économie marchande, vous, normalement, vous changez. Si vous n'êtes pas content de votre boulot, vous pouvez démissionner, essayer d'en trouver un mieux payé. Et puis, normalement, il y a plus ou moins l'offre du marché qui fait que ça peut fonctionner. Comme ça, vous pouvez augmenter votre pouvoir d'achat si vous le souhaitez, si vous voulez travailler plus. Mais vous avez quand même, en France, toute une partie de la population qui vient directement de l'État. Et quand vous êtes surendetté, là, c'est un peu bloqué. Tout est bloqué. Bien sûr. Très intéressant. Mais je pense que de toute façon, un référendum, pour qu'il marche, il faut qu'il y ait une question qui soit impliquante. Et pourquoi est-ce que tout le monde se souvient, même dans les livres d'histoire, des grands référendums de Gaulle? Parce que c'était « Êtes-vous pour ou contre l'indépendance de l'Algérie? Êtes-vous pour ou contre l'élection du président de la République au suffrage universel direct ?» Et en 2005, le dernier référendum auquel faisait allusion Jean Garrigue, c'était « Êtes-vous pour ou contre le fédéralisme européen ?» pour faire court. Et là, aujourd'hui, ce qui aurait un sens, c'est de dire « Êtes-vous pour ou contre la retraite à 65 ans ?» Oui. Ça, ce serait une vraie question. Mais on sait très bien qu'Emmanuel Macron ne la posera pas. Et donc, s'il fait un référendum, ce sera pour une question de corps de cul, pardon. Donc, une espèce de sujet qui entraînerait probablement un gros taux d'abstention et ne se mobiliserait que les gens qui veulent à tout prix le discréditer. Donc, je pense qu'il n'y a que des coups à prendre. Mais c'est la question de l'émetteur, en fait, qui est prédominante dans ce... à partir du moment où c'est le président qui met en place ces référendums, c'est déjà biaisé. Moi, je pense qu'il y aura un référendum à faire sur l'organisation des pouvoirs, est-ce qu'il faut une nouvelle république, le parlementarisme, etc. C'est des questions qui aujourd'hui sont importantes et on voit bien que notre modèle est un peu à bout de souffle. Mais à partir du moment où c'est le président de la République, il faudrait qu'il y ait vraiment une personnalité très forte, comme l'était De Gaulle au moment de la création de la Ve République, qui puisse imposer ça. Mais à partir du moment où c'est le président qui la pose, c'est d'ores et déjà biaisé. Et puis pour rebondir sur ce que disait Guillaume, sur la retraite, on connaît la réponse. Même les militants En Marche, LR, sont tous contre la réforme à 80-85, au mieux les plus rationnels sont 80% contre, 95% contre. Le
fait d'avoir augmenté le départ de l'âge à la retraite. Et on sait bien qu'il faut travailler plus. Donc des questions comme ça, on se dit, ça ne sert à rien de les poser, parce qu'on sait où il faut aller, on sait ce que vont répondre les gens. Ça s'appelle une impasse. Alors, il y a aussi une autre solution, évidemment, pour éviter cet écueil de l'émetteur, c'est d'essayer de réactualiser ou de réformer le référendum d'initiative partagée, qui est ce que les Gilets jaunes appelaient le référendum d'initiative citoyenne, en abaissant le seuil de signature et d'électeurs et d'élus, pour permettre qu'il soit... parce que là, vous évitez justement que ça soit un projet qui vienne du pouvoir. C'est un projet qui vient de la société. Je pense que ce serait... Je le répète, le problème majeur en démocratie, ce sont des citoyens qui sont déconnectés de leurs élites. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de trouver des moyens de les reconnecter? Bon, ça me paraît une des solutions. Bien sûr. Alors, dernière question. Qu'est-ce qui va rester des 2 mandats d'Emmanuel Macron? Il y a certains dans la classe politique, il y en a certains qui ont des idées assez précises. Votre bilan, 3 400 milliards d'euros de dette, des dépenses publiques endémiques, le seul déficit de la zone euro à s'aggraver, le record du monde des prélèvements obligatoires, une immigration de masse qui ne cesse de croître, une insécurité record, le recul de l'indépendance énergétique et du nucléaire, l'effondrement des services publics. Le bilan économique, budgétaire du macronisme est une catastrophe. Tous les voyants sont au rouge. Et quand je dis le macronisme, bien sûr, je parle de la politique d'offre, de compétitivité, d'austérité. Bon, c'est vrai que j'ai pris un peu des propos un peu caricaturaux, mais enfin bon. Anne, qu'est-ce qui restera pour vous des 2 mandats? Ils ne sont pas tout à fait finis. Mais c'est vrai que l'économie était censée quand même être le point fort du président. Ouais. Et il faut reconnaître évidemment, nos témoins sont un petit peu à charge, mais ils n'ont pas complètement tort. Le bilan sera quand même mal tourné. Mais en fait, je crois, pour essayer d'être un peu plus juste, je crois qu'Emmanuel Macron a essayé de prendre le sujet économique, et franchement, c'était assez intelligent au départ, pour le sujet de l'emploi. Il s'est dit, et il a réussi, qu'il allait mettre le maximum de monde en emploi. Il a fait des lois sur le marché du travail, il y a eu l'apprentissage. Il s'est concentré sur l'emploi, avec l'idée qu'évidemment, si vous mettez... Il y a eu des centaines de milliers de personnes supplémentaires en emploi, vous allez créer de la croissance et vous allez, vaille que vague, résoudre les questions de finances publiques. C'est ça, lui, il a toujours dit que le ratio dette sur PIB, on a toujours vu qu'il voulait l'attaquer par le PIB. C'est vraiment beaucoup plus facile en créant de la croissance. Ouais. Du coup, vous diminuez votre ratio gentiment. Et ça n'a pas du tout fonctionné, cette stratégie. Non pas que les créations d'emplois ont bien fonctionné, mais en revanche, et ça, les économistes n'arrivent pas à l'expliquer, ça n'a pas créé de la croissance. Et c'est vraiment quelque chose qui est très profond et honnêtement très déprimant pour notre pays. Vous avez plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont arrivées dans l'emploi, qui se sont mis à travailler, et ça a créé un iota de croissance, ce qui renvoie à des problèmes de formation fondamentale, d'école, d'éducation. Parce que c'était des gens, en fait, en France, que vous descendez... On n'est pas à 3% de chômage, on est à 7%. Ça veut dire qu'il y a quand même encore énormément de monde qui ne travaille pas. Mais quand vous descendez sous les 9-8%, vous arrivez dans des populations qui sont en fait malheureusement tellement mal formées, sont déjà si loin de l'emploi, elles arrivent dans les entreprises, elles ne créent pas d'activité. Et ça, c'est très dramatique. Et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. C'est un énorme problème de productivité. Mais voilà, il s'est vraiment heurté à cette question que personne n'avait vue. Vraiment. Très intéressant. Et puis très triste très grave pour le pays. Ouais. Alors il y a aussi le fait que la première année, si on regarde bien, la première année s'est passée sans heurts. Il a pu faire des réformes qui étaient des réformes compliquées quand même. Une partie de l'impôt sur la fortune, le code du travail, des réformes fiscales qui ne sont pas anodines. Et puis il y a eu l'affaire Benalla. Et là. Il a percuté, ça a percuté son... Et ça, après les Gilets jaunes, et c'est parti en vrille. Parce qu'il y avait effectivement, dans ce bilan de la première année que vous faites, il y a un peu les 2 visages du macronisme, sa force, et vraiment, il y a eu un élan et une adhésion très forte des Français à la volonté réformatrice d'Emmanuel Macron, et en même temps cette limite qui est le rapport aux gens. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai sujet d'incarnation du pouvoir dans sa proximité
avec les Français. Et moi, j'avais été très surpris à l'époque par l'écho qu'avait l'affaire Benalla. Après tout, ça n'était jamais même pas un conseiller d'ailleurs, qu'un membre de l'entourage que personne ne connaissait, effectivement, qui était sorti notablement de ses fonctions, se transformé en auxiliaire des CRS. Mais derrière, on a vu une espèce de l'Élysée comme étant une citadelle complètement isolée du reste du pays, avec érigeant ses propres règles sans se soucier du sens commun. Et le malaise entre Emmanuel Macron et les Français, il est né à ce moment-là, effectivement. Je pense que c'est très largement dû à la psychologie du chef de l'État, qui a été sans doute sa grande faiblesse. Si le bilan économique avait été meilleur, je pense qu'on les aurait oubliés. Le problème, c'est qu'il a voulu, effectivement, comme l'a très bien décrit Anne, il a pensé que la politique de l'offre allait suffire à redresser le pays. Or, vous savez, c'est un peu comme après les excès des fêtes. C'est très bien de vous mettre au Pilate, mais il faut aussi arrêter la mousse au chocolat. Et donc, on a voulu muscler les entreprises, et c'était très bien, mais il fallait aussi dépenser moins. Et ça, cette cure d'austérité, Emmanuel Macron n'a jamais voulu la faire pour la sphère publique. Oui, c'est ça. Ouais. Finalement, c'est quand même le constat d'un mandat de trop. Je pense que tout le monde peut se mettre d'accord là-dessus. Oui. Qu'est-ce qu'on a retenu du premier mandat d'Emmanuel Macron? On a retenu des réformes économiques, vous l'avez dit, on en a parlé, qui ont été faites et qui ont eu le mérite d'être faites. On a retenu peut-être un discours européen qui était le discours de la Sorbonne et qui était assez novateur à cette époque-là et assez visionnaire sur certains points. Et on a retenu la gestion de crise, le Covid, l'Ukraine, des moments où Emmanuel Macron, finalement, à son corps défendant, mais malgré tout, s'est imposé comme quelqu'un qui savait gérer des crises. Oui. Et ces trois items-là, sur le second quinquennat, se sont effondrés. Le niveau économique, enfin les réformes économiques ont été effacées par la crise du déficit. Et là, le renoncement sur la réforme des retraites, qui est quand même, quand même assez symbolique. Sur l'Europe, on a Giorgia Meloni, qui est maintenant fait figure de proue au niveau des dirigeants européens et qui est même souvent érigée en modèle par Donald Trump. Et sur la gestion de crise, on a un président qui est passé de gestionnaire de crise à créateur de crise. C'est lui aujourd'hui qui est à l'origine de la crise politique et budgétaire que l'on vit aujourd'hui. Par la dissolution. Donc vraiment, il est devenu en fait l'incarnation, c'est peut-être pas totalement sa responsabilité, mais de fait, il est devenu l'incarnation de ce retournement de situation entre ces deux mandats et qui est absolument dramatique politiquement. L'historien, le regard de l'historien, qu'est-ce qu'on retiendra ? Un gigantesque échec en réalité. Je veux dire l'échec d'une refondation démocratique justement qui était promise. Ça s'appelait Révolution et ça partait d'En Marche, ça partait des marcheurs. C'est-à-dire qu'ils nous promettaient, on pouvait entrevoir une nouvelle manière de concevoir la démocratie. C'est un peu ce dont on a parlé auparavant, plus proche des citoyens et leur laissant un peu plus de collaboration. Et en fait, on a eu quelqu'un qui est un bonapartiste, en réalité. Ouais. D'ailleurs, dans son entourage, certains ils sont assez proches de ses idées, en tout cas. Et on a eu quelque chose qui s'est au contraire totalement déconnecté des citoyens français et une refondation démocratique qui aboutit au contraire à l'explosion du système. C'est ce qu'on disait par exemple sur cette dissolution que personne n'a comprise, qui est une décision autoritaire, enfin typiquement autoritaire, une sorte d'excès de présidentialisme. Et donc au fond, il a fait exactement l'inverse de ce qu'on pouvait attendre de lui. C'est assez troublant, et fait sans doute par effet d'hubris, par aussi le fait qu'il a été confronté à un certain nombre de crises, puis aussi par le fait que c'est quelqu'un qui n'avait pas véritablement d'expérience de la vie politique. Je crois que ça doit servir malgré tout de leçon à ceux qui vont suivre. C'est que quand vous arrivez au pouvoir suprême sans avoir été un élu du peuple, sans avoir eu des contacts avec ce que sont les territoires, les réalités des territoires, les élus des territoires, on voit à quel point il a eu des difficultés précisément à dialoguer avec les territoires, avec les corps intermédiaires, puisque le grand échec de la réforme des retraites,
fait, c'est son incapacité à discuter avec la CFDT, notamment, qui aurait pu être le vecteur d'une véritable réforme. Bref, sur tous ces plans, on attendait une sorte, oui, de refondation démocratique, et on a eu, au contraire, une sorte de surprésidentialisation de la Ve République. Tout le contraire de ce qui était promis, de la promesse. On va passer à un exercice que vous connaissez bien, c'est celui des coups de griffe et des coups de cœur. On commence avec vous, Anne ? On commence par le salé. Coup de griffe. Le salé, le coup de griffe. Alors attendez, par contre, juste un petit... Alors Jim, et puis comme ça. Je m'en rappelais, moi. Je vais y aller. Alors moi, il faut que je m'en souvienne aussi. Donc, ah oui. Le coup de griffe, c'était le pass Navigo. Ah voilà. Oui. Alors là, c'est un coup de griffe de Parisien, mais je pense qu'on peut retrouver la situation dans d'autres métropoles françaises, qui passe donc au-delà le cap des 90 € par mois. Ouais. Alors évidemment, il y a la moitié qui est remboursée par l'employeur. Évidemment, on peut trouver beaucoup d'arguments. Il faut quand même dire que 90 €, c'est une somme, que pour beaucoup, c'est une somme importante, que c'est un des plus gros forfaits de transport dans le monde. Alors, il y a des villes comme Londres ou New York où c'est encore plus cher, mais... Voilà. Et que, parallèlement, il n'y a eu aucune amélioration du service et surtout de la sécurité dans les transports en commun. Ouais. On a vu là, ces dernières semaines plusieurs faits divers assez terribles qui se sont déroulés dans les transports parisiens. Et les usagers seraient en droit d'attendre un service et une sécurité accrue pour 90 € par mois. Voilà. Et le coup de cœur, alors ? Et le coup de cœur, eh bien là, c'est plus consensuel. C'est la révolution iranienne qui repart. On a vu ces images de manifestations ces derniers jours. Évidemment, c'est pas la première fois. Là, alors à chaque fois, on se dit que ça va être la bonne. Je ne sais pas si ce sera le cas cette fois-ci, mais en tout cas, c'est la manifestation d'une aspiration à la démocratie, parce qu'on parle souvent de est-ce qu'on peut faire la démocratie contre son peuple, et quand on parle des interventions étrangères, il faut toujours avoir ça en tête. Est-ce que le peuple veut la démocratie ? Et là, on voit un peuple iranien qui réclame de manière significative, et c'est apparemment, de ce qu'on sait, toutes les tranches de la société, qui réclament un changement de régime, et donc il faut évidemment encourager ces manifestations en espérant que ça puisse déboucher un jour sur quelque chose de positif pour le pays. À moins que Donald Trump... Alors à moins que Donald Trump ne donne un petit coup de main, mais là, je ne sais pas si ce serait la meilleure solution. Non, ça c'est sûr. Ouais. Et moi... Anne. Et moi, mon coup de cœur, je m'étais dit qu'on allait dire pas mal de mal d'Emmanuel Macron, mais je trouvais comment qu'il avait un sujet sur lequel il a une belle constance, et depuis longtemps, qui sont les questions des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Vous savez, il y avait déjà eu une loi en 2023 qui avait été retoquée à Bruxelles parce qu'elle n'était pas dans les clous européens. Il y revient, et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, et franchement, moi, je suis plutôt libérale, donc l'idée de légiférer, mais pas naturelle, mais je pense que toutes les études démontrent à quel point les réseaux sociaux sont délétères chez les enfants et les jeunes adolescents. Il n'y a vraiment plus de débat à avoir. Et ce qui est très compliqué, évidemment, pour les parents, c'est la pression des pères. Donc, soit il faut être capable de se mettre d'accord dans des classes ou dans les écoles pour imposer l'interdiction, mais on voit bien que ça ne marche pas depuis le temps qu'on en parle. Donc ça me semble très urgent, en effet, de l'interdire. Et là-dessus, je vais lui donner quand même un coup de chapeau, parce que ce n'est pas forcément des sujets, c'est pas des sujets forcément très glamour, mais c'est juste très important pour les enfants. Et il est quand même très... et là-dessus, il preuve d'une belle constance. Et mon coup de griffe, c'était je voyais une interview d'Emmanuel Grégoire, le candidat à la mairie de Paris, qui prenait, je ne sais pas s'il s'inspirait, mais quand même, il parlait de ce que faisait le nouveau maire new-yorkais Mahdi sur les gels des loyers. Et ce que je trouve un peu aberrant, et on voit bien qu'intuitivement, c'est pareil, c'est de l'économie, intuitivement, on se dit, évidemment, si les loyers au niveau maximum sont bloqués, c'est bien, tout le monde peut se loger. Mais toutes les études économiques démontrent qu'au contraire, du coup, les gens sortent leurs biens du marché et les logements s'effondrent. Et donc là, il y a plus de débat économique sur le sujet. Et donc ça, je trouve ça vraiment lamentable de continuer par démagogie d'aller là-dedans. Il y a un énorme sujet de logement en France et à Paris. Il faut construire, il faut s'en préoccuper. Mais surtout pas le blocage des loyers. Les loyers est la dernière chose à faire. Il y a des sujets délétères qui ne sont pas immédiats. Alors, la première année, tout le monde est ravi. 10 ans après, vous avez sorti du marché énormément de biens et c'est catastrophique. Donc, c'est une expérience qui a été
été conduite à Lille, non par Martine Aubry, non? Oui, mais même À Paris, un gel de loyer. À Paris aussi, oui. Mais Ils sont plafonnés. ils sont plafonnés, mais en fait, comme tout le monde sait que c'est pas si bien, la plupart des propriétaires ne le suivent pas, en cas où, en espérant que les locataires ne les... Donc, et comme on manque de loyer, le problème, il y a cette loi qui n'est pas respectée. Les locataires n'osent pas tellement se plaindre si leur loyer ne correspond pas, c'est de peur de perdre leur logement. Mais en même temps, c'est n'importe quoi. Il y a une loi qui n'est pas respectée, mais à tout moment, quand même, vous pouvez être rattrapé par la... Et puis, beaucoup de gens aussi ont sorti leurs biens. Les gens qui n'en ont pas besoin... Guillaume. Alors, mon coup de griffe est pour Sébastien Delogu, député de la France Insoumise de Marseille, qui faisait campagne pour les municipales à Saint-Denis. Vous savez que Saint-Denis et Pierrefitte sont deux communes de Seine-Saint-Denis qui vont fusionner. Et Delogu soutenait un candidat qui se trouve être noir, j'ai obligé de le dire parce que ça compte dans sa déclaration. Et Delogu a dit pendant un meeting de soutien, vous avez aujourd'hui une opportunité en or pour qu'enfin un racisé dirige ces deux villes et fasse en sorte que le réel peuple de France reprenne le pouvoir ici. La France Insoumise, c'était déjà signalé par son approche communautariste avec une capacité à séduire le vote musulman qui était caractérisée. Maintenant, on en passe à une dimension raciale. C'est vraiment ça aujourd'hui. On en est là et je pense, sans aucun esprit polémique, que ce parti est dangereux pour la cohésion de notre pays. Bien sûr. Et puis le coup de cœur, c'est pour le tribunal correctionnel de Paris qui a condamné aujourd'hui les cyberharceleurs de Brigitte Macron. Ces gens qui, sur les réseaux sociaux, font courir sur l'épouse du président de la République des calomnies si abjectes que je ne vais pas les répéter ici. Et ils ont été condamnés et durement. Et je pense que c'est intéressant, d'abord parce que justice est faite, et ensuite parce que c'est une forme de réponse à la volonté ou aux velléités du président de la République de vouloir à tout prix réguler les réseaux sociaux, les médias. La vérité, c'est que la France, et nous le savons bien, nous qui sommes dans des médias, a une législation extrêmement forte, extrêmement ferme sur la diffamation, sur l'incitation à la haine, sur le cyberharcèlement, et sur l'injure, et que donc il est inutile de vouloir créer des contrôles supplémentaires sur les médias et les réseaux sociaux parce que la justice fait son travail. Et qu'il y a une très grande loi qui est la loi de 1881. 1881, Clémenceau. Jean. Alors, moi d'abord coup de griffe ou coup de griffe, oui. Alors, mon coup de griffe, c'est pas très original, c'est sur un autre député LFI, M. Martins Bilongo, qui s'est mis à insulter les électeurs du Nord en disant que c'est à cause de leur pauvreté intellectuelle qu'ils pensaient ce qu'ils pensent, qu'ils sont racistes d'ailleurs, du fait de leur pauvreté intellectuelle. Donc ça s'appelle du racisme anti-blanc, tout simplement, et même du racisme régionaliste. Enfin bref, c'est quelque chose. Ah, ça existe un peu, ça existait en Italie, fut un temps. Je ne sais même plus si aujourd'hui c'est encore très très fort, mais c'est regrettable. Ça fait partie de cette, surtout de cette politique de communautarisation de la société française, qui est très dangereuse, Bien sûr. Et puis, et mon coup de cœur, il est assez militariste puisque ce sont les frappes franco-britanniques sur Daesh en Syrie. On trouve ça bien qui ont eu lieu ce week-end. Ce week-end, et que les deux grandes puissances militaires européennes fassent preuve de fermeté face à ce danger que constitue l'État islamique et viennent à la rescousse du président syrien. J'espère que ce sera pas que ce sera pour la bonne cause, mais en tout cas, on est capable aussi parfois d'intervenir là où bon nous semble. Voilà. On attend avec impatience la réaction de la France Insoumise. Voilà, sur ce dernier événement. Exactement. Bon, merci beaucoup, merci de vos commentaires, de vos éclairages sur l'actualité. Donc, je vous le disais, la semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec le Grand Palais à Paris, le Grand Palais qui va accueillir pendant 3 jours, les festivités du Figaro, qui va fêter ses 200 ans. 200 ans, c'est probablement l'un des plus vieux journaux du monde, sinon le plus vieux, je crois, avec le Times de Londres, je crois me souvenir. Et pendant 3 jours, ce seront des débats, ça sera une exposition qui retracera évidemment toute la vie du Figaro depuis 1826, quand le Figaro a été créé par quelques jeunes agité d'ailleurs, il faut le dire, sur la rive gauche. Il y aura aussi une pièce de théâtre, enfin il y aura beaucoup de choses, il y aura des débats. Et on vous invite nombreux à venir pour
visiter pendant toute la journée, pendant 3 jours. Donc chaque jour, ça sera ouvert au public. Si vous vous inscrivez, évidemment, sur Internet, ce qu'il serait, ce que vous allez faire, j'en suis certain. Voilà, merci beaucoup. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Et vous dis, eh bien, à dans 15 jours pour un nouveau club politique. Merci à vous.